Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cette rencontre autour de 2 livres de Tassali Timache. Et bonjour aussi aux internautes qui nous suivent en direct sur Facebook. Donc aujourd'hui c'est une rencontre particulière, d'abord parce que c'est la première de notre 46e saison. Particulière aussi parce qu'on ouvre cette saison avec Tassali Timache, qui a ouvert et inauguré nos rencontres littéraires à la CB en 90, je peux le dire, à l'époque avec André Vidot. Et ces rencontres ont continué depuis 90. Elles ont été assurées ensuite par l'esprit maîtresse, par Marie-Joëlle Druc, Nourdan Saadi, et vous est encore là. Et Tassali Timache nous revient donc avec une réédition du livre pour lequel on avait inauguré ces rencontres, c'est une fiction d'histoire, une heureuse réédition, parce que pour celles et ceux qui ne l'auraient pas lu, vous vous rendrez compte à la fois de la maîtrise d'une écriture pour un premier roman et les thématiques qui sont de l'actualité. On en reparlera évidemment avec Aïda. Donc, autre intérêt de cette première rencontre, c'est que justement, on va présenter ce livre avec Aïda Amara, qui est journaliste, documentariste, réalisatrice, elle réalise aussi des podcasts. Vous avez eu l'occasion pour certains de voir son documentaire sur le retour au pays avec son père, Slimane Amara, qui est présent dans la salle, mais je ne vous dirai pas qui c'est, et qui a été longtemps un président africain de l'ACB, parce qu'il est resté, je ne sais pas combien, 10, 15 ans, je ne sais pas. 17 ans. 17 ans, voilà. Il a fallu le faire partir. Il a une casquette bleue. Il a une casquette bleue, voilà. Et je voudrais, avant de commencer cette rencontre, vous communiquer une triste nouvelle, c'est-à-dire que Nadia Amour devait être avec nous aujourd'hui pour présenter quelques chants qu'elle a mis en bouche avec ses élèves de la chorale, puisqu'elle assure ici, elle assurait l'an dernier des cours de chant et une chorale berbère à la CB. Elle devait être avec nous. Malheureusement, elle a pris la mort de son père hier, et donc elle est partie en Algérie très vite. Donc on pense très fort à elle, et bien évidemment, elle est assurée de tout notre soutien et de toute notre amitié. Alors donc, nous allons présenter aujourd'hui 2 livres, une réédition d'une fiction d'histoire, si on veut le dire, et le dernier livre de Tassali Timache qui s'appelle Le voyage empêché. Alors il sera bien entendu question de vous présenter rapidement ce qu'il en retourne de chacun de ces livres, mais aussi peut-être de voir dans quelle mesure, de voir si les permanences et les nouveautés qu'il y a, que ce soit dans les thématiques ou dans l'approche de l'écriture, parce que je pense qu'il y a beaucoup de permanence, d'invariants, et aussi beaucoup de nouveautés, notamment au niveau de l'écriture. Voir aussi ce que ces deux livres, écrits à plus de 30 ans d'écart, nous disent à la fois d'un parcours littéraire, d'une œuvre littéraire, mais aussi ce qu'ils nous disent sur l'histoire franco-algérienne, abordée par un prisme très particulier, nous le verrons avec l'écart en particulier, et aussi ce que ces livres nous disent à plus de 30 ans d'écart de la société française. Donc de tout cela, il sera question. Sans doute n'aurons-nous pas le temps de mesurer toute la richesse, parce que Tassali Timache, c'est des livres courts, mais chaque mot est pesé. Donc chaque phrase porte une forte densité et qui mériterait à chaque fois de longs développements. Donc peut-être une première question, Aïda, avant de passer. Il y aura pas mal de lectures qui seront faites d'ailleurs par Tassali. Oui, donc Une fille sans histoire est publiée en 1989, donc l'année de ma naissance, donc autant vous dire que je ne l'ai pas lu quand il est sorti. Mais en revanche, ce qu'on peut retrouver en fait dans ce livre en particulier, donc ton livre Tassadit, c'est quelque chose d'universel, quelque chose qui touche en fait toutes les générations. Brièvement, Une fille sans histoire, c'est donc l'histoire de Lille, une fille qui est née d'un père algérien et d'une mère française, qui est née en France, c'est important de le préciser, et pendant évidemment la guerre d'Algérie, avec tout ce que ça évidemment implique. Mais ce qu'on voit aujourd'hui pour la génération d'après, c'est que toutes les thématiques qui sont traitées dans Une fille sans histoire, c'est-à-dire la recherche des origines, l'impression d'être toujours entre deux, l'importance de la transmission, aller chercher son histoire dans des silences, dans des fragments, tout ça en fait, c'est quelque chose que ma génération, nous traitons et qu'on essaye encore en fait de développer. Donc ça prouve en fait que voilà, l'universalité
et l'intemporalité de ce livre où on se rend compte en fait que pas grand-chose n'a changé. Donc c'est aussi ça, je pense, gage de qualité pour un livre. Peut-être, Sadi, tu veux avant tout nous lire un extrait ? De l'amour de ma mère et de la mort de mon père, je suis restée comme confondue. C'est par hasard que j'étais tombée sur le portefeuille. Machinalement, je l'avais vidé. J'en avais sorti de vieux papiers. Une carte de sécurité sociale, un certificat de résidence, une carte de nationalité algérienne, une lettre de la caisse d'assurance vieillesse qui informait le père qu'on procédait à la liquidation de ses droits, datée de 2 mois avant sa mort, et la photographie. Sidérée, je l'avais épinglée au-dessus de la table à écrire. Comme leurs ombres étaient confuses et comme la mienne était nette, bien découpée. Enfant, j'avais déjà entre les yeux les 2 griffes de l'anxiété. Cet effort que je semblais faire pour ne pas prendre à la gorge le photographe, pour ne pas hurler en retroussant mes babines. Dans ce regard où la volonté de réduire en cendres allait céder à la dernière seconde et par quel mystère, à l'irrésistible envie de séduire. Comme vos ombres sont confuses et vraies, et comme la mienne est juste, précise. Cela tient sans doute au regard du photographe qui sur moi s'est fixé. Nous sommes de part et d'autre de l'homme qui se tient droit, grand et puissant, vêtu d'un pantalon sombre et d'une chemise blanche dont il a relevé soigneusement les manches au-dessus des coudes. Sa femme, à gauche, a la tête baissée sur sa portée endimanchée. À droite, en jupe courte et en souliers vernis, une petite fille échevelée porte la main à sa bouche. Il a donc fallu qu'à un moment ou à un autre, le père ait quitté des yeux le photographe pour qu'ait eu lieu le rapt. Pour que sans même bouger d'un pouce, sans perdre la pose, je vous ai abandonné ainsi, renié, avançant seul dans la lumière. La mère, elle, complice, fixant accablée la pointe de ses chaussures, les larmes sous les cils. De l'avoir trop scruté, le corps penché en avant, arrêté par la table où trône la machine à inventer des histoires, il me semble que la photo de famille se décompose. Troublée, je recule de quelques pas. Mes paupières battent, ma vue se brouille, un malaise m'envahit. La petite fille que j'étais, seconde après seconde, me renvoie d'insupportables questions. Puis-je aujourd'hui certifier que j'ai survécu sans cesser de vous reconnaître. Elle, derrière sa vitre en souffrance, toi, dont il mire le cœur à nu, comme pour se convaincre de ton inutilité de vieille immigrée. Après avoir sué sang et eau, il ne te restait plus dans les veines qu'un mélange de haine et d'alcool. Je détache du mur la photographie et je sors la valise du placard. Je n'ai jamais su faire correctement une valise avec le commencement et la fin que suppose l'illusion d'un aller-retour. Ma mère, elle avait du talent. Même quand elle avait perdu la foi, ses valises restaient parfaites. Ainsi, celle qu'elle avait préparée l'année où mon père avait gagné au tiercé. Juste après avoir entendu les numéros, il était resté paralysé. Elle, hébétée, avait suivi la transformation de l'air farouche qu'il avait en permanence en une redoutable vulnérabilité. Ce même visage d'enfant qu'il devait avoir lorsqu'à 13 ans il avait quitté sa mère et pris un billet pour les mines du nord de la France. À 50 ans, il venait de gagner un demi-million, l'équivalent d'une année de salaire à l'usine. La maison était restée silencieuse pendant de longues minutes. Les uns après les autres, nous nous étions approchés. Isa, son paquet de sucre à la main, croquait bruyamment. Nadine, 2 doigts dans la bouche, tortillant sa mèche, somnolait. Michel affichait son éternel sourire de satisfaction. Francine, maigrichonne sous son épaisse chevelure blonde, pleurnichait sur son état de dernière-née. Mon frère Thierry attendait. Et moi, Lille, je regardais ma mère. Il avait touché l'argent, puis il nous avait tous embarqués pour Tati, la marmaille de 2 à 12 ans. On avait pris le métro pour la première fois. Terrifié, le ventre en eau, j'avais abordé l'escalier mécanique du mauvais pied. Mon frère avait récupéré in extremis l'handicapé qui n'avait jamais rien vu de sa vie. Et j'avais essayé de retrouver ma dignité en portant Francine le reste du trajet. Nous ne nous étions pas perdus dans la foule. Une grappe d'idiots du jardin de Nanterre sur béton était restée accrochée 2 heures au barreau de l'escalier du premier étage à subir les assauts des acheteurs. Enfin,
Il nous avait emmenés boire un coup dans un café. Les consommateurs 3 fois refaisaient l'addition. Les femmes levaient haut les sourcils. Pas de doute. Le type en avait bien fait 6. Soulagé, on avait retrouvé la cité. Ma mère avait toujours su. Il avait descendu les 2 valises de l'armoire. Elle avait dit « laisse ». Elle les avait remplies. Tout avait pu rentrer. Rien n'avait été froissé. Et il avait pris son bateau pour Alger. Il y avait longtemps qu'elle ne nous cachait plus ses larmes. Elle s'était assise sur le lit. Isa était déjà en train de mouiller le gant de toilette dans la salle de bain. Le cœur était en place. Un mois après, il était de retour, fauché. Elle avait essayé de l'expliquer à moi, l'aîné des filles. Il ne pouvait pas revenir au village en pauvre. Il devait s'acquitter auprès des siens de la dette de l'exil. Il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il leur donne ce qu'il n'avait pas. Cette singulière opération s'appelait l'honneur. J'avais compris. Nous, ses enfants, manquions de tout. J'en avais déduit que pour lui, nous ne comptions pas. D'ailleurs, que m'avait-il donné à moi, sa fille, hormis son sang et son nom? Pour le reste, il aurait fallu croire sur parole cet homme qui n'ouvrait pas la bouche, qui ne m'avait jamais raconté d'histoire. Le silence avait dû se faire lourd, son absence définitive, pour qu'enfin je l'entende lui, et cherche à ne plus perdre son cri. Je te regarde, ma mère, aujourd'hui, tu es sauve, ton crâne rapetissé sous les taches grises de tes cheveux, la peau de tes mains gonflée et vide de chair, ta bouche figée dans une moue d'étonnement. Tu ne nous diras plus. Bon Dieu, où est-il passé? Où traîne-t-il encore? À quelle heure va-t-il rentrer? Non. Ce qui te stupéfie ainsi, c'est que mort, il apparaît enfin. L'homme dont je n'ai pas vu la tête heurter le trottoir, les moustaches vraisemblablement pleines de vomissures. L'étranger, qui après avoir été enveloppé à la musulmane dans la toile blanche, a été réexpédié, tout étiqueté, de l'autre côté de la mer. Merci, Sally. Juste un petit rappel, parce que je suis un peu oublieux. Je voudrais aussi saluer la présence avec nous de Maxime Sauvage, qui est le maire adjoint du 20e arrondissement, et la présence aussi, on n'est jamais mieux servi que personnel, de notre président Ariski Saadi, qui est avec nous. Voilà. Saadi, alors donc, c'est l'ouverture du livre, tout déposé. C'est l'histoire, en l'occurrence, pour être tout à fait précis, l'histoire d'une famille franco-algérienne en pleine guerre d'Algérie. Et je crois que vous abordez ce thème à partir d'un axe tout à fait original, qui est justement cette histoire de rencontre entre une Française et un Algérien, dans un contexte très particulier, on en parlera après. Et vous soulevez bien des thèmes qui restent d'actualité, notamment, bien entendu, la question historique, la question de l'immigration, la question d'un Algérien immigré, mais vous abordez, vous, des choses tout à fait nouvelles, y compris encore aujourd'hui, parce qu'il y a très peu de livres sur l'histoire franco-algérienne à travers le couple, c'est-à-dire cette rencontre. On en parlera après comment elle évolue, mais je crois que ce qui fait tout l'intérêt de votre ouvrage, c'est cette spécificité, et que déjà vous posez la question des enfants, et comment l'enfant se situe par rapport au père et par rapport à cette histoire. Oui, dans ce livre, c'est comment être, ce que vit à travers ses souvenirs et aussi une prise de conscience qui s'opère lentement, avec le temps, parce que c'est trop douloureux. C'est comment est-ce possible d'être l'enfant de ces deux-là, à cette période-là. Et encore aujourd'hui, on voit bien que c'est pas quelque chose de tout à fait... Oui, c'est quelque chose qui peut rester assez douloureux ou perçu comme quelque chose de problématique, pas par soi-même, mais par ce qu'on peut vous renvoyer, dès lors que par votre nom, par un nom qui convoque immédiatement une histoire, voilà, on peut être pris entre à la fois le désir profond de porter cette histoire, c'est-à-dire de ne pas se défiler, et puis voilà,
Que faire de cet héritage? Oui, surtout que cet héritage se pose dans un contexte, parce que bon, on est près de 35 ans après la parution du livre, les années 80, c'est ce qu'on a appelé l'éruption d'une littérature qu'on a voulu cataloguer comme beurre, c'est-à-dire en fait une littérature française écrite et portée par un certain nombre de jeunes Français qui ont un parcours migratoire qui appartient à l'histoire migratoire de ce pays. Et il est clair que dans ce livre, la chose elle est doublement plus intense, plus terrible, parce que d'abord, la mère est française, donc les appartenances sont quelque peu troublées, encore plus difficiles, et dans un contexte où le rejet de l'autre, pendant la guerre d'Algérie, n'a rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui les discriminations. Donc le sujet, il est autrement plus terrible, en fait. Est-ce que c'est la seule de la fratrie, d'ailleurs, Lille, dans le roman, qui va vers le père, vous posera des questions sur le sujet, mais qui cherche à aller vers le père, vers le pays, vers l'Algérie, vers le village du père, etc. Et qui cherche effectivement à comprendre, à se situer. Il parviendra-t-elle, il ne parviendra pas, il ne parviendra-t-elle pas, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est la seule qui fait cette démarche, qui cherche à comprendre. Oui, qui cherche à comprendre, et parce que c'est indispensable aussi pour avancer. Et en sachant que dans une fratrie, chacun peut avoir aussi une place, ou imaginer qu'il a eu une place particulière, différente auprès du père ou auprès de la mère, et que c'est d'abord le lien et l'affection, et aussi, bon, peut-être on va en parler tout à l'heure, sur le fameux silence des pères, qui nous est toujours, sur lesquels on est toujours questionné, sur cette génération de pères, enfin d'hommes immigrés. Le silence des pères, pour moi, ce n'est ni le rien, ni le vide. Le silence, il a une épaisseur, c'est toutes les paroles refoulées, les paroles différées, et être ces pères qui ont travaillé et qui n'étaient pas en situation, de transmettre, parce que la vie est âpre, difficile. Et ce que je raconte aussi dans le livre, entre cette fille-là et ce père-là, c'est aussi, et ce sont un thème sur lequel je travaille aussi dans les autres livres, c'est comment on peut passer à côté des êtres chers, comment on peut passer à côté des siens. Et voilà. Enfin. Justement, sur le silence des pères dont on parle souvent, là c'est, on va dire, Lille qui va, c'est la mère de Lille qui va combler ces silences, en fait. Le père ne parle pas, donc c'est la mère qui raconte. Et moi, ce que je veux dire, c'est qu'on parle du silence des pères, mais il y a plusieurs moyens de transmettre aussi. C'est-à-dire que mon père n'était pas bavard, c'est aussi une génération qui, on pourrait dire, enfin j'ai peu écrit, c'est une génération dont on peut se dire, ils étaient sans nombril, et on ne parle pas de soi, et encore moins quand on a vécu des choses violentes, douloureuses. Que dire à ces enfants quand on vit dans une société ou dans un pays qui porte sur soi, donc sur nos parents, un regard ou de mépris, ou de rejet, ou d'indifférence totale. Comment ces pères-là peuvent prendre la parole? Comment ils peuvent se sentir assez légitimes, mais au sein même de leur famille, pour transmettre quelque chose de leur vie, de leur histoire. Moi, ce que je dis, c'est que le paradoxe, c'est que, en tout cas, je parlais de mon père, non, on ne parle plus du père de Lille. C'est quelqu'un que j'ai toujours senti, j'ai envie de dire, bien planté, quoi, sur ses deux jambes, qui a travaillé toute sa vie, qui nous aimait, mais c'est aussi une génération qui avait du mal à dire ses sentiments à ses enfants.
Et finalement, son pays et sa culture, je l'ai cherché dans les livres et je l'ai notamment cherché chez les auteurs algériens. Voilà, j'ai lu à l'adolescence Feraoun, Mohamed Dib, Kateb Yassine. Et le paradoxe, c'est de découvrir d'un seul coup que cet homme-là avait un pays, une histoire, des histoires, une culture et une richesse aussi littéraire. Mais je crois que je suis peut-être sortie je suis allée au-delà de la question. Tu es chez toi et c'est toi qui es la maîtresse des livres. Tu dis ce que tu veux. Deuxième passage d'une fille sans histoire, peut-être. Oui, d'une fille sans histoire. Ouais. À moins que Aïda, tu avais une question peut-être sur... Non, mais tu peux, après l'extrait, ça sera bien. Un deuxième passage d'une fille sans histoire qui va nous mettre au cœur. J'ai commencé tout de suite à lire, mais du coup, je n'ai pas dit à quel point j'étais heureuse d'être là. Quand même. À l'association Culture Berbère. Et je me disais, je vais être totalement à l'aise parce que je suis chez moi. Mais je suis toujours un peu intimidée quand même pour parler. En plus, il y a du monde. On est deux, t'inquiète pas. Oui, si vous pouviez nous laisser seuls. Voilà. Parce que j'ai vraiment le souvenir encore très vif de cette première rencontre ici. Et au moment où le livre est sorti, où ça a été un bouleversement... par tout ce qu'il a suscité, mais aussi pour moi-même de voir cette histoire-là que j'ai écrite, rendue publique, et avec cette expérience à laquelle tous les écrivains aspirent, à savoir être lus et parfois rencontrer des lecteurs. Voilà, donc en tout cas j'ai bien en tête ma première venue ici. Au point d'ailleurs que je l'ai quand même inscrit dans un de mes livres, oui. Association Culture Berbère, Amélie Montand. Voilà, ça c'est un autre passage et c'est au moment de... Ce que je voulais dire, c'est que ce livre-là, c'est l'enfance qui se souvient, avec en partie une enfance recomposée effectivement à partir du récit d'une mère, mais aussi... Je pense qu'on porte en soi cette histoire, cette mémoire dont on peut ignorer longtemps, en fait, qu'on la transporte. Et voilà. Donc ça, c'est un passage en banlieue parisienne, pendant la guerre d'Algérie. Lille a toujours su. Couchée sur le divan d'une voisine, les cheveux sur la bouche, elle dort. Elle sait, Lille, que son frère, qui a plus de 4 ans, n'est pas sur les genoux de la dame au chien, qu'il restera réveillé, assis à côté d'elle, la main dans sa main. Comme plus tard, il lui tiendra les doigts pour traverser la rue, l'empêchera de grimper sur la balustrade, réparera les freins de son vélo, la rattrapera par le col devant la mare et lui expliquera « c'est de l'eau, rien que de la saleté d'eau ». Pas bavard, son frère, ses yeux dans les yeux de la voisine qui chuchote encore « faut dormir, chérie, faut dormir ». Il ne répond pas. Il pense que sa mère est dehors, qu'elle n'est plus derrière la fenêtre mais dans le noir. Ça y est, la dame au chien ronfle, la bouche ouverte, assise sur la chaise. Est-ce que Lille dort? Il surveille Cécile. Non, il ne bouge plus. Ce matin encore, elle a fait les 400 coups. Quand sa mère est rentrée, il lui a expliqué calmement. « J'ai rien pu faire, tu sais, elle m'écoute pas. » En tout cas, conclut Thierry avec soulagement, ce n'est pas ce soir que le père emmènera Lille avec lui. Lille ne dort pas. D'habitude, elle est chez Slimane. Là-bas, papa l'assoit sur le comptoir et, lèvres collantes, yeux grands ouverts, elle regarde, elle écoute. Tout est si bruyant et incompréhensible. La musique est pleine de sanglots pour de rire et de fausses envolées d'oiseaux. Elle se laisse glisser dans une torpeur bienfaisante. Les dominos jaunes et noirs qui claquent sur la table sont si chauds et brillants au creux de la main. Il faut que papa lui desserre les doigts pour les reprendre. Quand les hommes lui donnent des pièces, elle les met toutes dans la même poche et elle les exhibe à Thierry le lendemain matin. Son frère, il ne veut jamais aller au café. Il préfère rester avec sa mère à la maison. Mais la dernière fois que son père l'a emmené, Lille a eu peur. Il n'avait pas joué. Il avait écouté Mohamed, celui qui travaille dans la même usine que lui, lire lentement une feuille de papier.
Et Ahmed aussi, le coiffeur, avait écouté. Et l'Amara s'était assis à leur table, et presque tous les autres s'étaient tus brusquement. Mohamed s'était arrêté de lire. On n'avait plus entendu que la chanteuse égyptienne qui pleurait pour de vrai. Un des hommes s'était levé en faisant tomber sa chaise. Il avait crié quelque chose, puis était sorti en colère. C'est Slimane qui avait fait fermer la porte derrière lui. Mohamed avait repris sa lecture. L'île s'ennuyait et avait un peu froid. Sa gorge piquait. Elle avait bu trop de grenadine. Elle allait vomir peut-être. Ali n'en finissait pas de parler avec Ahmed. Slimane avait descendu l'île du comptoir. Nini, Nini, Yadaounia. Dodo, Dodo, ô lumière de mes yeux. Ta gosse, elle dort debout. Les pupilles dilatées, l'île avait le hoquet. Ses poches étaient bourrées de cacahuètes, ses collants étaient noirs, son nœud défait. Enfin, il l'avait soulevée et emportée. La nuit était bonne, l'île ne voulait pas s'endormir. Elle aimait le chemin du café à la maison. Il avait ralenti, l'île s'était réveillée en sursaut. La voiture leur avait coupé la route. Des hommes étaient descendus, mitraillettes au bras. Elle avait senti que son père glissait quelque chose dans sa poche. Et eux, papier, Fissa, qu'est-ce que tu fous dehors à une heure pareille au lieu-train de l'État Mouker? D'où tu sors? C'est à toi la gosse? Ils avaient fait les poches de son père, l'avaient palpé tout entier et l'île allait sans doute crier d'un instant à l'autre, car papa lui faisait mal à lui serrer les jambes comme ça. Un des flics était intervenu et l'avait délivrée, l'attrapant et la jetant dans la lumière des phares. « T'es sûr que c'est à toi, ça? Kabyle, hein ?» expliquant aux autres. « Faut faire gaffe, il y en a qui n'ont pas le type, des yeux clairs et blancs de peau. Allez, rentre chez toi, si t'es encore là dans une minute, on t'embarque. » Les portières avaient claqué, tandis qu'elle retrouvait les bras de son père et que la nuit retombait. Le nez dans son cou, l'île avait saisi les cheveux courts, drus au bas de la nuque et les avait trouvés mouillés. Et lui, récupérant le couteau, à bout de nerfs, avait dit durement « Tiens-toi tranquille, on rentre !» À la sortie du commissariat, toute petite avec son gros ventre, la mère essaie de ne pas vaciller. Elle a mal dans les reins. Elle n'implore plus. « Mon Dieu, quand tout cela finira-t-il? Ça y est, je ne crois plus en Dieu. Nous vivons comme des chiens, le cul botté 100 fois par jour, traînant l'arrière-train et jappant, juste bon à laper les miettes dans la main, à remuer la queue chaque fois qu'il tombe un sou. Et eux, les enfants, affamés d'amour, mais même quand ils dorment, elle doit garder l'œil ouvert, avec le temps plus de cils, plus de paupières. Oui, c'est la nuit surtout qu'elle se tourmente, rumine. Où puiser la force de leur fabriquer des histoires pour qu'ils demeurent et qu'ils durent? Et s'il lui filait entre les doigts, la laisser là, chaude et vivante, avec dans sa poitrine ce muscle qui se nécroserait sans leur amour. Cette année, elle a eu 30 ans. Ses enfants, que possède-t-elle d'autres? D'un premier mariage raté, elle a déjà perdu 2 petites filles. Jeanne, sa mère, les lui a enlevées avec l'aide de la loi. L'enquête sociale avait été vite conclue. Pourtant, Ali avait dit « Bien sûr qu'on les prend, tes filles. Chez nous, les enfants, c'est sacré. » Non, la grand-mère n'a eu aucun mal à les lui faire retirer, jusqu'à lui interdire de les revoir. Souvent, elle pense à celle-là, ses premières, et sa pensée s'affole, ses ongles se plantent dans ses paumes. Et puis, il y a eu Farid Thierry. Elle dit « Thierry, mon fils. » Elle a eu du mal à convaincre Ali au sujet du prénom. Hazar, ça ne sonnait pas arabe. Les gens comprenaient et écrivaient Hazar. On gagnait un peu de temps. Mais Farid Hazar, ça ne laissait aucun doute. Thierry se ferait casser la figure à l'école. C'est ça que tu veux, que ton fils souffre? Quand la guerre sera finie, on verra. Puis, l'île était arrivée si vite derrière, et maintenant ce bébé pour le printemps. Encore un enfant que les parents du guet ne connaîtraient pas. Cela fait tant d'années qu'elle ne les a pas revus. Elle sait que Jeanne a honte au fond de son pavillon de banlieue avec jardin. Toute son enfance, Huguette a entendu Jeanne lui répéter qu'elle n'avait été qu'un accident. Évidemment, Huguette n'avait cessé de la décevoir. Elle se souvenait avoir été une petite fille humble, obéissante, mendiant l'attention de Jeanne, sa tendresse. Non, Jeanne ne lui pardonnerait jamais de lui avoir fait ça. À elle, l'épouse et la mère d'anciens résistants, cette mise ainsi à la colle avec un bougnoul. Quant à son père, il avait baissé la tête, évité son regard et bredouillait qu'il n'avait pas mérité ça. Voilà à quoi l'avait mené le travail en usine, au lieu d'être couturière à la maison, comme sa mère.
Il lui reste encore plus d'1 kilomètre à marcher pour arriver chez elle. Madame Ali avance en somnambule. Jusqu'à 4 heures du matin, ils l'ont interrogée. Des lampes dans la figure, 2 devant, 2 derrière, des brutes, Saufin, avec sa lèvre pendante et ses yeux baissés. Alors que les flics embarquaient Huguette, tout le quartier était aux fenêtres, il avait dit « On va quand même pas l'emmener dans le panier à salade, montez dans la voiture, madame ». Des animaux excités depuis des mois par les descentes dans les bistrots, la chasse à l'homme dans les bidonvilles. En rejetant ses épaules en arrière, elle a rétorqué « De quel droit vous me tutoyez ?»« Ferme ta gueule », a dit l'inspecteur, et l'interrogatoire a pu commencer. 100 fois les mêmes questions. Sur les réunions chez Slimane, elle a dit « Je ne vais jamais au café. Pour les Algériens, ce n'est pas la place d'une femme. » L'inspecteur a dit « Les Bougnoux n'ont pas de femmes, il n'y a que des putes pour coucher avec. » Sur les collecteurs des cotisations pour le FLN, les caches pour les armes, elle a dit « Je suis française, mon mari ne me dit rien. » Il a dit « Ça c'est français, une salope qui se fait sauter par un arabe pendant qu'il saigne nos gamins là-bas ?» Elle a fermé les yeux pour ne plus voir son visage. Le père de cette pute devait être collabo pendant la guerre. Absurdement, elle a souri, épuisée, en sueur. Il a été décoré pour fait de résistance. Eh bien alors, braille-t-il, alors justement, monsieur. Elle attend le coup. Ses mains se posent sur son ventre. Un jeune flic lui a demandé si elle voulait un verre d'eau avec une voix tellement misérable qu'elle a eu pitié, qu'elle a dit oui. Et puis même si je savais quelque chose, je ne le vous dirais pas. L'autre derrière elle a secoué sa chaise si violemment que le nombril d'Huguette a frémi. « Où est mon mari ?» a-t-elle enfin hurlé. « Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» Il a pris son temps pour répondre, s'est essuyé la bouche avec son mouchoir. Il est au sous-sol. Elle a eu envie de dormir. « C'est le père de ses gosses, merde, faut pas déconner » a-t-elle encore entendu. Elle n'est plus très loin de l'immeuble. Elle a longé la Seine, n'a pas osé regarder l'eau de peur d'y voir glisser un cadavre. Elle s'est accrochée à la rampe en montant. Elle s'est assise sur une marche. Elle s'est concentrée. Elle a serré ses paupières douloureuses. Elle a fait la carpe avec sa bouche et guetté le bourdonnement de ses oreilles. Ses yeux sont restés secs. La dame au chien a ouvert la porte. Elle l'a tiré à l'intérieur. « Mon pauvre petit, dans quel état vous êtes ?» Elle s'est laissée tomber sur une chaise. Elle a senti le café. Elle a faim. Ses mains tremblent en trempant la tartine. C'est alors qu'elle a levé les yeux et vu son garçon. Il était sur le divan à côté de sa sœur, il la regardait. Elle a pensé en essuyant sa bouche. Mon garçon ne dit jamais rien. Mon garçon n'est pas bavard. C'est venu d'un seul coup, elle a chialé en serrant les dents pour ne pas faire de bruit. Bravo. Vous abordez ici, je crois, un thème qui est peu présent dans l'histoire de l'immigration algérienne, franco-algérienne. C'est ces mères françaises qui étaient, en l'occurrence, ces femmes françaises et mères dans le couple. Est-ce qu'elles ont montré tout ce qu'elles ont dû aussi subir? Et que cet aspect des choses est peu ou pas connu, je pense, encore aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que des pères qui étaient dans une grande solitude, dans un état de danger aussi, permanent, pendant la guerre d'Algérie. Mais pour les femmes qui aimaient un Algérien et qui vivaient avec un Algérien, c'était aussi très souvent le rejet de la famille. Et la solitude. Ce que je raconte dans Une fille sans histoire, c'est comment cette mère, la mère de Lille, est aux côtés de son compagnon, de son mari, et n'a jamais changé dans ce soutien, mais à un moment de son histoire, puisque pour elle c'est une évidence que les Algériens aient le droit à leur liberté et qu'ils aient à lutter pour cette liberté. Et pour relier même au fait de résistance de à sa propre famille. Voilà. Mais c'est aussi
une situation pour ces femmes-là, pour ces générations-là, de solitude totale, de rejet de la famille. On ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des Français, hein, des voisins, une voisine, des gens. Évidemment, il y en a eu, on le sait aussi, hein, sur le plan historique. Il y a eu des Français aux côtés des Algériens ou à soutenir, mais à l'échelle d'une famille, voilà, ce que l'on voit en tout cas dans une fille sans histoire, c'est que la mère de Lille choisit à un moment les enfants, elle choisit ses enfants parce qu'elle a le pressentiment que c'est cette part-là de leur identité, que cette histoire-là, c'est quelque chose qu'ils vont devoir porter, assumer. Il va falloir avancer. Et c'est vrai qu'elle choisit ses enfants contre le père, pour qu'ils avancent, pour qu'ils s'en sortent, et voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est évidemment dans tout le livre une tension entre le père et la mère, entre Ali et Huguette? Est-ce qu'on peut dire que ça va jusqu'au déchirement, la question des enfants? En tout cas, c'est un déchirement pour le père. Oui, c'est un déchirement. Oui, on voit comment il imagine, il dit à un moment qu'il est sûr que ses enfants ne franchiront même pas la mer pour aller à la découverte, pour aller en Algérie, pour connaître le pays, la famille. Et il en est malade. on le sent. Il en est malade. Oui, il en est malade. Et c'est toujours ce qui nous traverse, c'est la question aussi de voilà, comment on peut être poussé à voilà, est-ce qu'il s'agit d'abandonner, est-ce que pour s'en sortir il faut abandonner les siens et surtout les parents derrière soi? Voilà, en tout cas pour Lila, ça donne le sentiment qu'elle n'a jamais vraiment lâché la main de son père. Mais à l'adolescence, ce n'est plus la petite fille que le père emmène. C'est vrai que beaucoup de pères emmenaient leurs enfants au café, parce que c'était le petit café où il y avait les compatriotes, où ils pouvaient retrouver aussi le pays. Hein. Et bien sûr, à l'adolescence, les pères n'emmènent plus leurs filles au café. Il y a une distance, il y a une séparation qui se fait, qui n'est pas toujours explicité ou compréhensible, hein, surtout quand il y a un lien, surtout quand on a l'impression que le père se retrouve tout à fait seul. Et dans Une fille sans histoire, Lille, qui s'appelle Lila, Lille interroge à l'adolescence son père, a envie elle note des mots arabes, elle note des mots kabyles, elle a commencé à aller voir dans la littérature algérienne, chercher déjà les paysages, l'histoire. Et il est très surpris. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion, j'ai pu écrire dans un autre livre. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est-à-dire cet étonnement que j'ai lu à un moment dans les yeux de mon père, quand j'ai commencé à le reconnaître, en lui demandant, en l'interrogeant sur la langue, en notant des mots, en lui posant des questions, en lui demandant de me parler du village, de la famille. C'est étonnant dans ses yeux. Ça, c'est quelque chose qui m'a poursuivi longtemps. Voilà. Mais moi, je voulais juste commenter l'extrait que tu viens de lire, parce qu'il faut se rappeler on est en 1989, et tout est là, en fait. Il y a les ratonnades, il y a les violences policières, il y a le racisme. Il y a même le 17 octobre, il me semble, à un autre moment, donc on les cadavres dans la Seine. Et en 1989, c'est des thèmes qui sont loin d'être connus de tous. Comment ça a été reçu, en plus, avec une écriture très violente? Oui. Alors,
Je me souviens que quand j'allais à des salons du livre, alors il faut savoir que le livre a été quand même remarqué, enfin il y a eu des articles dans les journaux, il y a eu un article dans Le Monde, il a fait partie de la sélection, le premier, je dis pas ça pour répondre à la question. Est-ce que ce livre, bon, donc il a fait partie de la dernière sélection du Goncourt Premier Roman qui venait juste d'être créé, il y a eu le prix Radio Beurre, il y a des lecteurs qui m'ont écrit via l'éditeur, j'ai toujours les lettres des Français et quelques Algériens qui me remerciaient d'avoir inscrit cette histoire-là, d'avoir, à un moment où on pouvait penser que l'histoire était en train de s'effacer, parce que personne n'a envie de l'entendre, personne n'a envie de connaître cette histoire-là. Et quand j'allais, je me souviens d'un salon du livre, en tout cas où je suis allée, et où la personne qui m'attendait était... il y avait une certaine... était tendue, était... Et je me suis assise à côté d'elle, elle avait lu le livre, et au bout d'un moment, elle me dit, vous savez, je dois vous avouer que j'avais un petit peu peur, parce que j'ai lu votre livre, et je m'attendais à une personne, il y a une telle violence dans ce livre. Et elle me dit, finalement, vous êtes gentil, vous avez l'air calme. Voilà. Et en fait, je me dis, oui, mais c'est l'histoire qui est violente. Voilà. Et ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'on fait porter aux individus et aux personnes, on les tient comptables, responsables d'une histoire, et d'une histoire qui est une histoire française, hein, qui est une histoire française. C'est une histoire franco-algérienne, c'est aussi une histoire française. Donc, je peux dire que l'accueil, bon, voilà, mais c'était beaucoup d'émotions, en tout cas. Là, je racontais la première fois que je suis venue ici à la CB pour le livre, quoi, où il y avait une comédienne qui avait lu des extraits, et les gens étaient quand même, oui, frappés, comme quelque chose qui vous revient d'un seul coup, que vous ne souhaitiez pas forcément entendre, mais pour certains ça a été important, que cette histoire-là. Et on me disait au début, c'est vrai que j'étais très étonnée quand il y a eu qu'il était question de rééditer Une fille sans histoire. J'ai eu beaucoup d'expressions des jeunes générations sur le livre, avec ceux qui disaient comme s'il y avait une espèce de soulagement, de quelque chose qui était venu combler un vide sur leurs parents, leurs grands-parents, et de tout ce qu'on peut sentir quand on vit aujourd'hui dans la société française, avec cette histoire-là en héritage, et que ces visages-là, ces existences-là, elles soient inscrites, vivantes, en littérature française. Et avec aussi le fait que j'ai eu à faire aussi avec le fait que effectivement, c'est pas un nom français, Tassadit Timache, apposé, le nom de mon père apposé sur un roman français. Et en plus, pour dire cette histoire-là. Donc, les rencontres étaient intenses, à la fois sur le contenu, mais aussi, voilà. Et ça, bon, on a vu après avec d'autres écrivains, je ne suis pas la seule, hein, mais cette réception particulière d'auteurs dont le nom renvoie à une histoire qui est encore très très présente et très très forte. Je vous propose, comme le temps passe très vite, d'aborder le voyage empêché, sachant que bien entendu on pourra aussi aborder d'autres thèmes présents dans Une fille sans histoire à travers une discussion avec la salle, parce qu'il est aussi question bien entendu d'héritage, de filiation, et de comment on fait avec ce genre d'histoire. Alors, le voyage empêché, on ne va pas dire qu'il y a un bouleversement dans les thématiques, il y a un bouleversement dans l'écriture, et que vous semblez pour le coup, si Une fille sans histoire, effectivement, comme disait Aïda, est une écriture extrêmement violente, et pour raconter des choses violentes, les éléments parlent d'eux-mêmes, comme vous dites à un mot. Dans le voyage empêché, les thèmes reviennent, comme vous dites, vous n'oubliez pas d'où vous venez, vous n'oubliez pas les visages, vous n'oubliez pas les vôtres, etc. Mais
il y a comme un désir de distance, de réinvention de ces thématiques, notamment à travers l'écriture. Alors là, en l'occurrence, pour faire très vite, le voyage empêché raconte le fait que vous deviez partir en Algérie, puis vous installer en Grèce, qui est votre pays d'affection et votre pays avec lequel vous partagez beaucoup de choses très intimes. Et puis finalement, la Covid a fait que vous n'avez pas pu partir, et au lieu de vous retrouver en Kabylie ou en Grèce, vous vous êtes retrouvé en Dordogne, au fin fond de la Dordogne, dans un déménagement. Donc, je vous propose peut-être de faire une première lecture qui pose un peu l'ambiance du contexte, et puis nous aborderons ensuite quelques éléments du livre. Le début, s'il te plaît. Marco voyait l'homme en tous. Il a reconnu l'homme dans le chinois. Marco Polo ne cherchait pas les races. Et Tiamble dit ça. Ces deux-là ne se croyaient pas le centre de l'univers. Sinon auraient-ils voyagé? Et Tiamble, linguiste et écrivain, est l'un de mes ancêtres choisis. J'accroche dans l'arbre virtuel mon iCloud intérieur illimité des figures que j'ai méconnues jusqu'à l'âge avancé où je me tiens devant vous, prête au voyage. Je dois quitter le pays pour renaître. Vite! Quel projet risible lorsqu'on a atteint la soixantaine. Mais voici que les frontières se ferment. C'est pour sauver la vie des gens. Tous ceux qui prétendent franchir l'horizon sont assignés à quai par les lois des hommes. Quelle contrariété! Mon urgence, c'est de survoler la capitale du pays de mon père pour gagner la fraîcheur de ses montagnes d'origine. J'en espère un choc salvateur. Il est mort quand j'avais 17 ans. Lors de mon premier voyage chez lui, je vais avoir 30 ans. Je suis une piste à partir du col des Genêts, Tizi Ouzou. Mais c'est mon nom de famille qui sert de GPS au chauffeur de taxi, égaré de cime en cime. Notre père a vécu immigré chez nous jusqu'à sa mort. Notre mère a rendu son corps algérien à sa terre natale, un retour non accompagné. Quand j'arrive au village, statufié sur le seuil de la maison, je ne peux plus poser ma question. Est-ce ici que mon père est né? L'homme qui se tient devant moi a son visage. Je tremble d'émotion, je bafouille. Je suis la fille de Mohamed. Où est ton frère? Interroge l'oncle. Les sourcils froncés, sa femme et ses 7 filles en arrière-plan. Un beau petit garçon accroché à ses basques. Lorsque j'y retourne, 2 étés plus tard, c'est le jour d'une circoncision. Dans sa tunique blanche, le jeune cousin me fixe, les cils encore humides de larmes en suçant une confiserie. Je repars, le front agité, ventre à terre presque. À cette époque, l'histoire de mon pays, avec le pays de mon père, me fatigue énormément. Hier, on a essayé de me raisonner. Ce n'est toujours pas le moment d'aller se promener là-bas. Il y aurait des groupuscules terroristes résiduels dans le maquis, et aussi les dangers d'un brigandage local, selon un site titré « Faits divers internationaux ». Mais d'abord une instabilité chronique sur un mauvais fond de fièvre. Je sais que ce genre de voyage se pratique peu dans la vie moderne où il faut toujours aller de l'avant. Revenir vers la tombe d'un père disparu depuis tant d'années prend pour certains autour de moi une tonalité absurde. Et ne vais-je pas bientôt le rejoindre? Non, je ne suis pas croyante. Et je n'ai pas dit que j'irais sur les genoux ni en rampant. Mon père est au calme depuis si longtemps sous 4 ou 5 pierres sèches. Lors de ma première visite, la femme de mon oncle m'a conduite jusqu'à l'emplacement sans nom de son inhumation dans la montagne. Une tente semblable en banlieue, une tente semblable aux femmes entrevues autrefois dans un bidonville, en banlieue parisienne, dans les années 60. Je l'avais arrêté, je suis désolée, pardonnez-moi. Lors de ma première visite, la femme de mon oncle m'a conduite jusqu'à l'emplacement sans nom de son inhumation dans la montagne. Une tente semblable aux femmes entrevues autrefois dans un bidonville en banlieue parisienne, dans les années 60. Indienne, au front et aux poignets tatoués, les pieds nus, les traits fins, le visage étroit, aux yeux d'agate incrustés, conforme aux cartes postales coloniales.
Lorsque j'ai ramassé pour les emporter chez moi de petits fragments de pierre, elle m'a tapé sur les doigts en faisant vigoureusement non de la tête. À mon retour à Paris, une amie qui revenait de Fès m'a offert un coffret en bois de santal avec des motifs de nacre, une jolie boîte de senteurs maghrébines authentiques, aux finitions irréprochables. Pour mes compatriotes, ce qui est marocain a déjà le charme intrinsèque de ne pas être algérien. J'y ai déposé mes petits morceaux et j'ai installé cette sépulture en miniature sur une étagère de ma bibliothèque. Une inquiétude m'agite depuis que j'ai ce projet en tête. Et si les os de mon père avaient été retournés, pilés, balayés dans l'extension, le développement du village? J'irai sur la tombe de mon père, puis je quitterai la France pour finir ma vie en Grèce. En Grèce? L'idée est-elle de faire mon devoir en Algérie, puis d'aller me la couler douce sur une île grecque? Pour une poignée d'Européens intéressés par son destin, Athènes est la capitale du naufrage d'une belle idée, mal cachée sous la couverture de la crise. Pour moi, la Grèce est le pays de l'été de la mort de mon père. Alors, adolescente en deuil, j'en bois aussitôt la langue, la chaleur des visages, la beauté des paysages. C'est mon pays rêvé. À mon arrivée dans l'île, tout y est. Les vieux sur leur âne, les figues offertes dans un mouchoir, l'eau du puits et la table d'une famille insulaire ouverte aux jeunes fauchés, couchés dans leurs sleeping bags sur la plage, les cheveux pleins de sable. La Grèce et ses habitants sont une illumination humaine surnaturelle, imprévisible, l'été de mes 17 ans, qui me réchauffera de loin aux heures les plus difficiles et les plus mesquines de mon pays natal. J'en chéris pour toujours la langue et les premiers visages. Dès que les frontières de l'Algérie rouvriront, et si la Grèce ne ferme pas les siennes, je partirai, au prochain printemps peut-être. Dans mon beau lac hellénique, il y a des figuiers, des oliviers et des mûriers sauvages à foison. Je suis joyeuse dans ce pays étranger à un point qui intrigue mes amis. Est-ce parce que j'y ai prononcé pour la première fois les mots « je t'aime » dans la langue sans accent? Cela ne m'était pas venu naturellement en français. J'ai 11 ans. Voix profonde, mouvement lent. Un cœur de femme vaincue avance pieds nus sur le sol carrelé du réfectoire jusqu'à la salle des fêtes de l'école. La mer écume, les motifs Cassandre, la digne Andromaque. Leurs larmes sont pour Astyanax, l'enfant mâle jeté vivant par-dessus les murailles de la ville conquise. Victime collatérale, figure intemporelle. En ces temps antiques, on ignore la formule de la bombe atomique. On s'attaque aux gènes de son ennemi, grossièrement. Tout ceci a flambé dans mon cœur. Ne suis-je pas l'héritière de guerres en chaîne, dont l'une, en cours à ma naissance, opposait les peuples de mes parents? À l'étude le soir, j'invente des histoires dans des cahiers que vole pour moi l'habile crocheteur des serrures des placards de l'école, l'un de mes frères de lait dans la constellation du perpétuel secours. Dans le premier cahier, une sœur et un frère marchent sous les bombardements au Vietnam. Dans le deuxième, un adolescent erre sur le plateau de 1000 vaches à la recherche de son résistant de père. Mes personnages ont beau aller à rebours, se mettre à courir, à fuir, tout me ramène à la source du conflit originel, familial. Bravo. Bravo. Dans cet extrait, on voit le thème du retour qui revient, j'ai envie de dire, parce qu'on l'avait déjà trouvé dans Une fille sans histoire avec Lille, qui, elle, ne fait pas son voyage en Algérie. Et qu'est-ce qu'on va chercher? Elle le diffère. Elle dit j'irai. Oui. Mais elle ne veut pas. Ouais, bon, voilà. Elle diffère son voyage. Quand je l'ai écrit, moi, je l'avais fait. Très récemment. Pour finir, parce que je n'arrivais pas à finir Une fille sans histoire, le roman, parce que c'était difficile de l'écrire. Et j'ai eu la chance de rencontrer Kateb Yassine, qui m'a dit, va en Algérie, va en Algérie, fais le voyage et tu verras, tu pourras terminer ton livre, tu pourras terminer ce roman. Et c'est ce que j'ai fait, je suis allée en 88.
il est mort avant la sortie du livre, mais il avait pu lire, ouais, des passages. Mais c'est vrai que même, par exemple, ma génération, il y a quelque chose où on a envie de revenir, de retourner en fait aux racines, donc sur la terre de nos parents. Qu'est-ce que vous cherchiez en fait là-bas, ou qu'est-ce que vous avez trouvé? Pourquoi on a besoin d'aller là-bas? C'est très curieux, ce lien avec l'Algérie. À part dans les livres et dans la littérature algérienne, franco-algérienne, l'Algérie, je l'ai surtout cherché et trouvé dans l'immigration. Dans l'immigration maghrébine en France, les Algériens, mais aussi les Marocains, les Tunisiens. Et j'ai envie de dire, toute famille d'étrangers avec lesquels j'avais une proximité immédiate, une grande capacité d'empathie. Et je raconte, enfin, dans d'autres livres, ce choc, dans le passage que j'ai lu tout à l'heure, de l'arrivée au village. Je ne sais pas, ça reste, l'Algérie c'est compliqué, mais une fois qu'on y est, et que c'est comme si il n'y a pas besoin d'autre chose, enfin d'être assis là au milieu des gens, de les écouter, d'être avec eux en fait. Et ça, d'où ça vient? Je ne sais pas d'où ça vient, de se sentir heureuse et à la fois tourmentée, d'avoir envie de partir très vite pour revenir ici, chez soi, et de à nouveau avoir envie d'y retourner. Bon, c'est vrai qu'on en a été frustrés parce que moi j'y suis allée en 88 et après les élections, juste après les premières élections, c'était en 90. Les élections étaient en 90, je crois 90 en Algérie, ça remportait les élections, voilà. Et puis après, je ne suis pas retournée avant d'être invitée pour le SILA, le Salon du Livre algérien, il y a 4 ans, 5 ans, je ne sais plus. Non, je sais plus. Et est-ce que la Grèce, c'est un peu l'Algérie sans les problèmes? C'est pas tout à fait. Disons que c'est vrai que j'avais très peur. J'ai donc d'abord connu la Grèce, avec ce que je viens de lire. Et j'avais très peur en arrivant en Algérie et surtout en Kabylie. J'avais très peur que l'Algérie ne soit pas aussi belle que la Grèce. Et là, j'ai été totalement démentie. Voilà, des paysages magnifiques, mais je veux dire que je pense aussi que c'était un endroit qui était ni la France ni l'Algérie, mais quand même bien un pays méditerranéen, où je retrouvais dans l'accueil des gens, parce qu'en tout cas à l'époque, je crois encore aujourd'hui, mais c'était pas une légende, hein, sur l'accueil et la générosité des Grecs, des Méditerranéens. Et j'ai eu le coup de foudre pour la langue. Et cette question de la langue, oui, c'est comme si j'avais eu besoin d'avoir une langue à moi, une langue étrangère. Voilà. Je ne sais pas ce que je peux, si je réponds. Je tourne toujours autour de la question, des fois je ne réponds pas comme directement. On n'arrête pas de voyager, quoi. Justement, pour être un peu plus léger, parce que je pense que ce voyage empêché, en tout cas dans son écriture, dans sa structure déconcertante, qui est faite d'une succession de tableaux avec des allers-retours, c'est une mosaïque qui tourne autour d'un certain nombre de thématiques présentes dans une fiction d'histoire, mais d'autres, actualisées. Mais qu'est-ce que l'héritière, comme vous dites, de Guerre en chaîne va faire au fin fond de la Dordogne, et qu'est-ce que ça lui permet finalement peut-être, est-ce que c'est aussi une façon de réinventer son regard sur cette histoire, de renouveler une renaissance, y compris dans l'écriture, parce que pour le coup, dans cette écriture, vous avez toujours le souci de la précision, vous avez toujours le souci du mot, tout est pesé, je ne sais pas combien de temps vous mettez pour écrire vos livres, mais bon, j'imagine que tout est pesé et bien pesé. Donc, ce voyage en Dordogne qui a même surpris vos proches, etc., puisque vous allez vous éloigner de la ville avec un V majuscule, qu'est-ce que vous allez faire dans cette galère, si je peux me permettre cette expression, au fin fond de la campagne française, et
en quoi ça peut être renouvelé ou apporté des choses nouvelles dans votre, en tout cas dans l'approche de ce livre. Alors je pense que c'est là où je me dis qu'on reste des enfants de migrants. C'est-à-dire d'avoir besoin, je sais que ce mouvement-là de quitter la ville et de partir comme ça, effectivement, au fin fond de la France, ça participait d'une nécessité, d'un besoin de revivre, de renouveler aussi peut-être le désir de vivre, peut-être aussi d'écrire tranquille, ou d'écrire tranquillement. Un des titres de vos livres. Oui. Écrire tranquille du texte. Et là, oui, la narratrice, ce sont ces mouvements, ces voyages, ces déplacements qui vous ouvrent ou un nouvel horizon. Et à la fois, ce que vous vérifiez, c'est que non, on ne laisse pas derrière soi ni son histoire, ni son regard, ni son rapport aux humains, aux êtres qu'on peut rencontrer. Voilà, et donc c'est vrai que c'est un livre qui a pu aussi déconcerter. Et moi, je trouvais ça intéressant, ça m'a plu que ça déconcerte. Parce que chacun des livres est différent, mais c'est vrai qu'ils sont tous reliés, voilà, sur la question de comment être soi, comment être libre sans abandonner les siens, la question de la mémoire, la question de s'inventer aussi, et la certitude que si on sent là qu'il faut partir, parce qu'on est en train on est en train de disparaître. Oui, moi je me dis que c'est une transmission de nos parents qui est fort utile, de bouger quand on ne sent plus la vie et que voilà, et là il y avait de façon plus légère un besoin de beauté de la nature, voilà, d'aller se perdre comme ça, de se perdre et de recommencer, ce qui est tout à fait une illusion, mais parce que où qu'on aille, effectivement... Oui, mais ce qui ne semble pas être une illusion, parce qu'effectivement, vous mettez en scène un certain nombre de tableaux, de découvertes, des résonances... Avec de l'humour. Avec beaucoup d'humour, et je vais même vous faire une citation d'un dialogue entre Fatih et Mimi, qui sont deux sœurs, ce sont deux doubles contraires, peut-être vos propres comment dire, miroirs de tes réflexions qu'on peut tous avoir intérieurement. Et vous dites, il faudra bien donc lâcher la bride, je cite, et arrêter le trafic d'identité. C'est aussi une prise de distance avec ce qui vous est imposé. Et vous faites dire à Mimi, vous n'avez pas ouvert ici un livre des morts passés et à venir. De l'amour surgira peut-être, comme une porte dérobée s'ouvre au fond de l'impasse, moins rapidement que dans une série Netflix, au timing millimétré. C'est juré, nous en avons besoin, vous et moi. All you need is love, fredonnait à la fin de sa vie un analyste de mes amis, plutôt fatigué, assez patient. Oui. C'est du nouveau quand même. Qui était déjà présent dans le précédent roman. Voilà. Mais je trouve qu'on a une dimension, on voit au moins 2 ou 3 dimensions nouvelles, cette prise de distance, l'humour, et puis l'amour qui revient, parce qu'il était déjà dans le précédent roman. L'amour et l'amitié est vraiment un sentiment qui tient une grande place dans mon univers, les liens, ces liens de ceux qui sont devenus nos proches et qui ne sont pas du même sang, qui ont une autre histoire, et voilà, toutes ces rencontres qui peuvent être décisives dans notre vie, de gens qui nous apportent des choses essentielles. Voilà. Et vous devez être fatigué, sinon je vous lis un dernier passage, sauf si vous en avez assez. Non, on aimerait poser des questions. Ah oui, ben allez-y, moi j'aime bien, je préfère. Et c'est le moment, vous avez raison. On va vous passer un micro sans fil. Voilà, il y a une question ici, après Merci beaucoup à tous et à Tessalit, c'est passionnant. Alors,
Alors, j'ai 2 points et une toute petite question. Je commence par la petite question. Quel rapport de parenté entre votre parent et le leader nationaliste Ammar Imesh? Aucune. D'accord. Alors, les 2 autres points. L'un, il n'y a pas beaucoup de romanciers algériens d'expression française, donc je n'ai aucun mérite si je dis que je les ai tous lus. Il n'y en a pas beaucoup. À mon sens, Rachid Boujelal est un grand écrivain. Mohamed Dibit est un grand écrivain. Assia Djebal est une grande écrivaine. Mais le milieu médiatique et intellectuel français, je pense qu'il a une position bien précise pour traiter les écrivains algériens ou franco-algériens. Ce ne sont pas par des critères littéraires, ils sont jugés par des critères extra-littéraires, plutôt idéologiques. Ces gens que je viens de citer, ils ont été assez dans l'anonymat. Petite exception, Assia Djebal est passé à l'Académie française de façon très tardive, mais pendant des années, c'est l'anonymat. Par contre, des écrivains qui savent comment gérer leur carrière, Boualem Sassal, Mekaël Mendaoud, ils sont omniprésents dans les médias. Donc voilà, il y a ce problème. Ce n'est pas la même période non plus. Hein. Comment? Ce n'est pas la même période non plus. Ce n'est pas la même période. Mais voilà, ce ne sont pas des critères littéraires, mais idéologiques et extra-littéraires. Je ne sais pas ce que vous en pensez. L'autre point, vous n'êtes pas typé. Est-ce que vous pensez que si vous vous appeliez Catherine, Françoise ou Marie-Jeanne, et que vous abordiez d'autres sujets, par exemple, pas ce dont vous parlez, mais plutôt parler de faire de l'autofiction ou parler des problèmes des femmes, est-ce que vous pensez que vous seriez plus médiatisé? Et puis, toujours pour cette question de prénom, quelqu'un comme Daniel Prévost, il est de père travailleur algérien, de mère française. La famille a décidé qu'il s'appellera Daniel. Ça lui a plutôt réussi puisqu'il a fait sa place dans le milieu du cinéma, mais pas en tant qu'acteur diversitaire, mais en tant qu'acteur français. Donc voilà. Et puis l'ACB a reçu un certain Hamid El Taleb. Vous y étiez ou pas? Il y a très, très peu. Xavier Leclerc. Alors il a décidé de changer de nom, il a adopté le nom de Xavier Leclerc. Je ne dis pas que ça a fait de lui un écrivain célèbre, mais en tous les cas, professionnellement, c'est un marché du tonnerre, puisqu'il envoyait des CV sans réponse. Et quand il est devenu Xavier Leclerc, ça a cartonné. Voilà. Je ne sais pas, peut-être je vais choisir peut-être qu'un dans toutes les questions. Je ne souffre pas de ne pas être médiatisée, comme vous voyez déjà, comme je suis à l'aise, vous imaginez. Moi, je me dis aujourd'hui, c'est vrai, les livres sont là, les livres existent. Comme tous les écrivains, ce que j'attends, c'est d'être lu, que les livres soient lus. Et comme je le disais tout à l'heure, qu'il y ait une génération qui... C'est vrai que je constate aussi, alors voilà, est-ce que j'ai des lecteurs impartis? Est-ce qu'il n'y a que certains Français, catégories de Français, qui sont intéressés ou par ce que remuent mes livres? Parce que mes livres ne parlent pas de la guerre d'Algérie. Hein, voilà. J'estime que je suis une auteure française, mais je revendique effectivement que j'ai une singularité. Que chacun peut-être cherche les traces dans l'écriture de tous mes livres, d'avoir eu un père étranger, un père algérien. Voilà. Ça ne me pose pas de problème, ça. Mais c'est vrai que je ne peux rien contre ça. Que le livre soit écarté, soit écarté. J'ai quand même des satisfactions. Il y a des rencontres avec des lecteurs quelquefois dans des librairies, et puis des rencontres aussi avec des gens hors librairie voilà. Je ne sais pas employer des mots trop forts, mais oui, je suis heureuse, je suis contente, que je me dis voilà, c'est le travail, c'est l'écriture. Ça nous convient. Ouais. Pardon?
C'est Tassalit. Oui. Ah ben oui, mais c'est trop tard hein, pour changer de nom. C'est pas un âge là que je vais changer de nom. Quoique les changements de nom, voilà. Je sais pas. Moi, à un moment, j'ai pu pousser. Enfin, je parlais de. On avait le sentiment, pour nous, écrivains français, qui avons donc un nom qui va tout de suite. On a convoqué une histoire et aussi une catégorisation du travail. Oui, j'ai fait, quand je fais plein de parenthèses, je perds le fil. Surtout quand c'est un sujet. Dans Fini d'écrire, vous expliquez que vous avez cherché vos livres dans plein de librairies et que vous les avez trouvés au rayon Maghreb, Moyen-Orient. Le premier, j'ai cessé de chercher mes livres dans les rayons. Non, c'était des amis qui m'avaient dit, qui avaient cherché Une fille sans histoire, hein, et qui m'ont dit mais ton livre, je ne le retrouve pas. Puis finalement, j'ai quand même posé la question de regarder, et il était classé à littérature du Maghreb et du Proche-Orient. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai pu creuser. Il y a eu un moment où j'ai écrit aussi un texte justement où je me suis arrêtée et j'ai réfléchi sur tout ce questionnement qui m'est toujours adressé sur mon identité, sur la banlieue, sur la politique, sur des questions qui sont des sujets de problèmes de société qui m'intéressent en tant que citoyenne, mais où la question de la littérature, de l'écriture, elle est toujours subsidiaire, sauf pour des gens qui, voilà, je rajoute, sauf pour des gens qui sont des vrais lecteurs, qui aiment la littérature et qui lisent. Ces gens-là, j'espère, je veux le croire, sont en capacité de lire des auteurs, on dit avec ce qu'on est aussi, hein, sa propre expérience, et voilà, mais sans forcément des œillères, des a priori, et après c'est le talent de l'écrivain d'avoir un style, quelque chose, une voix qui entraîne, et voilà. Et donc moi je travaille beaucoup mon écriture et les textes. Je sais. Quand vous dites beaucoup, ça vous prend combien de temps? Des années. Ça. Alors quand je dis des années, il y a eu des passages, là j'en parlais tout à l'heure, il y a une partie d'un Voyage empêché où j'ai eu vraiment plaisir. Ça s'est écrit presque d'une traite. Et c'est justement quand je raconte la narratrice qui se libère, qui s'en va, qui voulait quitter la France, mais qui ne quitte que la ville, qui quitte Paris. Bon, c'est vrai que ce livre-là a une forme particulière qui ça peut sembler difficile à certains dans la lecture parce que c'est pas classique. J'ai appelé la première partie Partir vite. La deuxième, c'est une partie plus fictive qu'à la première personne. La deuxième partie, c'est Mimi et Fatih, qui sont des jumelles, alors, avec une que j'appelle l'assombrie du dedans et du dehors, qui elle est, voilà, et que reste avec cette histoire-là, et est sur le front en permanence, sur le front de la société, sur le front voilà. Et puis Mimi, elle, qui en a assez de tout ça et qui veut, il faut se dépêcher, profiter un peu de la vie. Et profiter de la vie, et qui elle ne se remémorer que, alors elle s'étourdit, elle écoute des chansons populaires grecques, voilà. Il y a aussi tout ce qui peut, à un moment on a tous une complexité par rapport à ça. Hein. Moi je suis l'héritière de cette histoire-là, mais je suis aussi, je reste une personne libre, et j'ai choisi d'écrire parce que là, c'est moi qui écris. Et sans me soucier ni des regards, ni des mots, ni des... Voilà quoi, c'est quelque chose que je forge. Voilà. Excusez-moi, je vous en mets plein les oreilles. Ouais, moi je voulais remercier Tassalit de nous en mettre plein les oreilles. Et puis, simplement, c'est pas vraiment une question, mais c'est une réaction. C'est une réaction d'abord aux propos de la tribune, et puis... bien évidemment au propos de Tassalit, et donc vous pouvez, vous, à la tribune, réagir à ce que je vais dire. Enfin, ce que je voudrais dire, c'est que ces livres-là, Une fille sans histoire, Le voyage empêché et d'autres livres, sous-entendent quand même à chaque fois que la femme est un enjeu de guerre pendant la guerre d'Algérie, un enjeu de guerre entre la France et l'Allemagne. Chaque fois, la femme est quand même un enjeu de guerre. C'est-à-dire que vous racontez dans Une fille empêchée
à quel... Pardon, une fille empêchée, vous voyez, c'est un lapsus révélateur. C'est le prochain titre du prochain livre. Et dans Une fille sans histoire, vous racontez quand même que, en effet, la phrase est-ce que une salope qui se fait sauter par l'ennemi, moi je pose une question à la salle, est-ce qu'on pourrait dire d'un petit Français blanc aux yeux bleus qui se mettrait avec une Algérienne pendant la guerre d'Algérie, est-ce qu'on lui dirait tu te fais sauter par une Algérienne ennemie? Ce serait peut-être mal vu, mais vous voyez, la violence n'est pas pareille. Et ces filles qui aussi ont épousé des Allemands, ou se sont mis avec des Allemands pendant la guerre, elles ont été tendues. Vous voyez, moi c'est ce que sous-entendent à chaque fois ces livres, c'est que la femme, elle est constamment un enjeu de guerre, voire un enjeu de société. Vous avez cité tout à l'heure Daniel Prévost. Daniel Prévost raconte très bien ça dans Le Temps de la Révolte. Quand il révèle ses origines algériennes, il révèle que sa mère, s'étant mise avec un Algérien à l'usine, eh bien, elle a été empêchée, pour le coup, de continuer cette histoire, quand bien même elle a eu un enfant avec lui. Elle a été sommée par sa famille de quitter cet homme et de mentir à son fils. Et la famille de cette femme a été cassée la gueule à la sortie de l'usine plein de fois au père de Daniel pour que surtout il ne revienne pas auprès de son amoureuse et de son fils. Donc, vous voyez, ces enjeux, moi c'est ce qui m'interpelle, c'est la réaction que je voudrais avoir à ces livres-là et à vos propos, c'est que ça sous-entend, et peut-être que ce sous-entendu pourrait être mis en lumière un peu, que la femme, elle est systématiquement des enjeux de guerre quand il y a les guerres, alors que les civils n'ont rien demandé. Et heureusement que maintenant, dans ce pays, on est libre d'aimer qui on veut. Pas les Algériens, elles n'ont pas le droit d'épouser un non-musulman. Non, non, dans ce pays, madame, on a le droit d'aimer qui on veut. Selon, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa couleur de peau, vous pouvez aller devant... Non, non, tout le monde peut aller devant le maire. Non. Attendez, madame, je marie des gens tous les samedis. En France, vous pouvez aller devant le maire, quelle que soit votre origine et votre couleur de peau. En France, on a le droit d'aimer qui on veut aujourd'hui, et c'est peut-être grâce à ces combats-là. Non. Si, ça existe. Enfin, c'est la loi, madame. Socialement, c'est empêché de toute la force. Est-ce qu'il y a une autre réaction Ben, j'aimerais bien vous entendre. La différence peut-être par rapport quand même au couple franco-allemand, c'est que la France elle a toujours une devise liberté, égalité, fraternité, des valeurs, un héritage de la Révolution française, des droits de l'homme. Et sur le fond, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a eu aussi beaucoup de Français au nom de tout ça qui ont soutenu le combat pour la libération et l'indépendance des Algériens et la sortie de leur condition d'indigène, sujet français. Donc c'est vrai que c'est pas tout à fait. Mais oui, vous avez raison. En tout cas, moi je me sens aussi, c'est aussi ce legs-là, cet amour-là, voilà, qui a pu exister entre ma mère française et mon père algérien, et que ça a donné une famille, et voilà, et une fille qui écrit. Une bien belle famille, ouais. Est-ce qu'il y a une autre question ou un commentaire? On passe à la dédicace? Oui, après les dédicaces sont liées. Alors juste 2-3 informations que j'aurais dû donner au début de notre rencontre. Les prochaines rencontres, les prochains rendez-vous sont affichés là, mais le prochain stage de danse et de chant d'Endir, c'est le 5 octobre. Nadia Amour, j'espère que sera parmi nous le 5 et le 12 octobre pour un stage choral et de chant. Et dans notre prochain invité de la Ségouvre des Guillemets sera Yahya Belastri pour un livre qui rassemble un certain nombre de ses chroniques, et journaliste et écrivain. Et nous le recevrons, lui, le 6 novembre. C'est terminé, vous êtes sûr? Plus de réaction? Une fois, 2 fois, 3 fois, adjugé? Dédicace. C'est ok. Donc on se retrouve là où pour les dédicaces et pour faire un verre ensemble.